Heureuse de vous retrouver à ce rendez-vous de l'actualité environnementale. Voici les titres. En Afrique du Sud, les manchots du Cap sont en voie d'extinction. Pour freiner le déclin et permettre l'évolution de cette espèce marine, le gouvernement de ce pays a annoncé la limitation de la pêche pour une durée de 10 ans. La périphérie de Tanger au Maroc a subi pendant les journées du jeudi et vendredi dernier de violents incendies qui ont détruit des hectares de forêt et des habitats. Les précisions dans ce journal. Et puis le Canada se lance dans la course à l'énergie éolienne au Québec. L'objectif de cette démarche est d'amener les habitants de ce pays à un mode de vie plus écologique et propre. C'était tout pour les titres. Bienvenue dans ce journal. Le gouvernement sud-africain a annoncé la limitation de la pêche pendant 10 ans. Une décision qui vise à freiner le déclin du manchot du Cap, une espèce endémique d'Afrique du Sud et de la Namibie. Cette espèce est en danger d'extinction à cause de la surpêche et d'autres activités humaines. La décision est largement saluée par les défenseurs de l'environnement de l'Afrique du Sud. Alexandra Adekambi. La ministre sud-africaine des Forêts, de la Pêche et de l'Environnement, Barbara Agressi, a annoncé les limitations de pêche afin de freiner le déclin du manchot africain. D'après les chercheurs, ces créatures emblématiques pourraient disparaître d'ici à 2035. À la suite du rapport du groupe d'évaluation des exploitations, la ministre a pris la décision de mettre en œuvre des limitations de pêche dans les eaux entourant les colonies de manchots pour une durée minimale de 10 ans, avec un réexamen après 6 ans de mise en œuvre et de collecte des données. La ministre sud-africaine des Forêts affirme également que si aucune autre proposition de limitation de la pêche n'est présentée avant le début de la campagne de pêche des petits poissons de 2024, les limitations provisoires actuelles seront maintenues jusqu'à la fin de la campagne de pêche de 2033. Les manchots du Cap sont des espèces endémiques à l'Afrique du Sud et à la Namibie. Elles sont passées de plus d'1 million de couples reproducteurs à environ 10 000 couples au cours de l'an dernier. Outre la surpêche, la perte de cette espèce d'oiseau est imputable au trafic maritime, aux bruits et aux vibrations qui y sont associés, ainsi que la pollution et la dégradation des habitats de nidification. Les ingénieurs algériens passionnés de la technologie et de la décarbonisation ont 4 mois pour concevoir et soumettre leur design 3D d'une voiture électrique qui sera fabriquée localement par les équipes du Centre de recherche en technologie industrielle d'Alger. Les candidatures se referment le 20 décembre 2023. Plus de précisions dans ce commentaire de Alexandra Dekambi. L'Algérie poursuit sa course vers la mobilité verte. Le centre de recherche en technologie industrielle basé à Alger vient de lancer un appel à proposition en vue de la sélection de la meilleure conception d'une voiture électrique. L'initiative devait permettre aux jeunes designers algériens ayant des compétences dans la conception mécanique assistée par l'ordinateur de contribuer à travers leur maquette à ce qui sera l'un des premiers véhicules électriques intégralement conçu et monté dans ce pays d'Afrique du Nord, habitué aux engins polluants. En attendant, l'entreprise publique énergétique Sonelgaz prépare le déploiement de 1000 bornes de recharge pour les véhicules électriques dans les 58 wilayas. Ces infrastructures seront installées avant le second semestre 2024. Sonelgaz est en partenariat avec Naftal, la filiale de la Société nationale pour la recherche, la production, le transport, la transformation et la commercialisation des hydrocarbures. La périphérie de Tanger au Maroc a connu un violent incendie du jeudi 10 août au vendredi 11 août dernier. Plusieurs hectares de forêt et des habitations ont été ravagés. Selon un rapport, ce phénomène est dû à des températures records. Plus de détails dans ce commentaire. Des avions canadiens luttaient contre un incendie de forêt qui s'est déclenché le jeudi dernier en fin de journée à la périphérie de Tanger au Maroc.
Les feux se sont propagés vers les maisons au nord-ouest de Tanger jusqu'au vendredi. La forêt Hormilat s'étend sur quelque chose de 300 hectares. Bon, donc le feu a été déclenché il y a exactement 3 jours. 3 jours et il a touché quelque chose de 20 à 25 hectares. Donc grâce à cette rapidité d'intervention, on a évité le pire. Les raisons du déclenchement de l'incendie ne sont pas encore connues. Selon les estimations d'un rapport, la saison actuelle connaîtra une vague inhabituelle d'incendies à raison de la hausse sans précédent des températures. Les incendies de cette année se trouvent sur le versant de la montagne qui fait face à la mer. Ainsi, les vents qui soufflent de la mer et de la montagne forment un cercle qui active et rend de plus en plus dangereux les feux. La planète fait face actuellement à des températures records, conséquence du réchauffement climatique. Depuis le début de l'année, le royaume chérifien a enregistré au moins 182 départs de feu qui ont affecté plus de 1000 hectares de formations arborées et plusieurs habitats. Depuis le début de l'année, le royaume chérifien a enregistré au moins 182 départs de feu qui ont affecté plus de 1000 hectares de formations arborées et plusieurs habitats. L'ONU a annoncé avoir achevé le pompage de plus d'1 million de barils de pétrole contenus dans un navire abandonné au large du Yémen. C'est une opération qui vise à éviter qu'une gigantesque marée noire en mer Rouge. Démarrée le 25 juillet dernier, l'opération a pris fin le vendredi dernier. Rafi Tomberikou. Dans le cadre d'une opération visant à éviter une gigantesque marée noire en mer Rouge, l'ONU a annoncé vendredi dernier avoir terminé le pompage de plus d'1 million de barils de pétrole contenus dans un vieux saphir abandonné au large du Yémen. Démarrée le 27 juillet dernier, l'opération consiste à pomper les hydrocarbures vers un nouveau navire plus petit, le Nautica, acheté par les Nations Unies en mars dernier. Longtemps qualifié de bombe à retardement, le FSO Safer est une unité flottante de production, de stockage et de déchargement de pétrole située au large du Yémen, au nord d'Hodeïda. Il transportait 1,4 million de barils bruts, soit 4 fois plus de pétrole que l'Exxon Valdez qui s'est échoué en 1989 au large de l'Alaska. Dans un communiqué, l'ONU déclare que le secrétaire général a salué le transfert du pétrole du FSO Safer vers le navire de remplacement qui s'est achevé aujourd'hui en toute sécurité tout en évitant ce qui aurait pu être une catastrophe environnementale et humanitaire monumentale. La prochaine étape du sauvetage consiste à nettoyer les réservoirs du Safer et à le préparer pour le remorquage et la démolition. Cette opération devrait prendre entre 2 et 3 semaines, selon Achim Steiner, l'administrateur du programme des Nations Unies pour le développement, mais il manque encore environ 20 millions de dollars à l'ONU. Le secrétaire d'État américain Anthony Blinken a également exhorté la communauté internationale et le secteur privé à intervenir pour terminer le travail et s'attaquer à toute menace environnementale restante. L'ONU a chiffré l'opération à 143 millions de dollars, une goutte d'eau comparée au coût de nettoyage estimé à 20 milliards de dollars qui aurait dû être déboursé en cas de marée noire. Cependant, elle a prévenu que même débarrassé de sa cargaison de pétrole, le navire risque toujours de briser et constituera une menace pour l'environnement en raison des résidus du pétrole. La Côte d'Ivoire, dans le but de relever les défis de la transformation des produits agro-pastoraux, a lancé la première édition du festival Ndrama dans la ville de Toumoudji. L'objectif de ce festival est de positionner le district des lacs comme un pôle économique et environnemental majeur. Les détails dans le commentaire qui suit. La ville de Toumoudji en Côte d'Ivoire a accueilli la première édition du Ndrama Festival sous le thème Production et transformation des produits agro-pastoraux. Le district des lacs regorge d'énormes potentialités culturelles, économiques et environnementales. Les initiateurs du Ndrama Festival voient en cette localité une opportunité de faire la culture locale ainsi qu'une solution au chômage. Cet espace a permis aux coopératives de la région d'exposer des produits artisanaux dérivés des cultures locales. Une chance pour elles d'étendre leurs activités.
On cherche, on trouve aussi des transformations, des structures pour nous aider à faire la transformation. Parce qu'on fait la transformation en artisanal. Si on a eu quelqu'un, une société ou bien une chose, l'État aussi nous aide à faire la transformation. Nous produisons le manioc et nous produisons les produits vivriers et nous les transformons. On a des difficultés, c'est les matériels qui nous manquent, qu'on nous aide. Des sollicitations sont au cœur de la nouvelle politique du district des Lacs qui souhaite donner un souffle nouveau à cette ancienne boucle du cacao. Nous avons le devoir de faire venir des investisseurs, d'encourager, n'est-ce pas, nos populations et d'aider les jeunes, d'ailleurs c'est l'année de la jeunesse, d'aider les jeunes à réaliser leurs objectifs et de continuer de rendre les femmes autonomes. Depuis quelques années, le gouvernement ivoirien a lancé un vaste projet d'autonomisation des régions. Avec plus de 60% de terres cultivables, le district des Lacs renferme de vastes potentialités. Au Beyrouth, la pollution de l'air explose dans la capitale Beyrouth à cause de la multiplication des générateurs alimentés au diesel. Ces générateurs sont utilisés par la population pour combler l'insuffisance du réseau électrique fourni par le pays. Ravetou Mberikou nous en parle dans ce commentaire. Au Liban, le niveau de la pollution explose dans la capitale libanaise. En cause, le trafic routier et surtout la multiplication des générateurs alimentés au diesel. Depuis 2019, le réseau électrique du Liban ne fournit que 3 heures d'électricité au maximum chaque jour. Pour pallier à ces carences du réseau public de distribution d'électricité, les Beyrouthins font recours massivement aux générateurs d'électricité qui fonctionnent au diesel. Mais ces générateurs sont source de la pollution atmosphérique et sonore, ce qui impacte non seulement sur la santé des populations mais aussi sur l'environnement. Selon un rapport de Greenpeace publié en 2020, le Liban est l'un des pays du Moyen-Orient où le nombre de décès prématurés liés à la pollution est le plus important et la situation a très probablement empiré depuis. Dans un hôpital de place, les docteurs soulignent un grand nombre de patients au service pneumologique. Ces patients ne souffrent que des maladies liées aux infections respiratoires et asthmatiques. Le système de santé s'est effondré au Liban à cause de la crise économique que traverse le pays. Au Kenya, une grande quantité de débris de sachets est ramassée par des volontaires tout au long de la plage. Ces débris sont ensuite utilisés pour fabriquer des plaques multicolores servant à confectionner des objets de décoration. Cette initiative permet de lutter contre la pollution plastique dans ce pays. Les détails dans ce commentaire. D'énormes quantités de tongs, des bouchons de bouteilles, des brosses à dents et des emballages de bonbons sont régulièrement ramassés sur les plages kenyanes par des volontaires. Charriés par les rivières et par les vagues, ces plastiques menacent la stabilité écologique de plusieurs pays africains. L'entreprise kenyane Ocean Sol s'est lancée dans le recyclage de ces débris de plastique. 750 000 tonnes sont transformées par an, ce qui permet de créer une centaine d'emplois à plein temps. Envoyés dans un atelier à Nairobi, les sandales y sont ensuite nettoyées puis collées pour constituer des plaques multicolores. Des dizaines d'artisans les sculptent ensuite avec brio en divers objets, dont des animaux petits ou grands. Ces tongs ne proviennent pas uniquement des plages, mais aussi des rivières et des caniveaux des bidonvilles de Nairobi. Pour les plus grandes pièces comme les éléphants ou des girafes d'environ 2 mètres, ils sont vendus à plusieurs centaines de dollars. Le polystyrène extrait de vieux réfrigérateurs est également utilisé. Mais l'entreprise fait face à une marée de plastique qui s'accumule sur les côtes. Le Québec s'inscrit dans la course à l'énergie solaire. Ainsi, des projets de construction des éoliennes verront bientôt le jour dans la province québécoise au sud-est du Canada. L'objectif de cette démarche entreprise par la société d'État Hydro-Québec est d'amener les habitants à un mode de vie plus écologique et plus propre. Vivas Amana nous en parle. Les villes et campagnes du Québec dans le sud-est du Canada verront très bientôt plus d'éoliennes dans leur environnement. La société d'État québécoise chargée de la production, du transport et de la distribution d'énergie
a décidé d'accélérer la mise en place des éoliennes dans la région. Ainsi, un appel d'offres est lancé aux différentes entreprises spécialisées dans les énergies renouvelables pour la réalisation du projet. Néanmoins, les Québécois restent un peu sceptiques quant à l'arrivée future des antennes éoliennes dans leur province. Le maire de la ville de Salisbury de Vallfield, Miguel Lemieux, reconnaît que les citoyens et les élus doivent faire un apprentissage accéléré alors que la municipalité n'a jamais accueilli une seule éolienne sur son territoire. Ce sentiment de précipitation est partagé par la compagnie Hydro-Méga qui est productrice indépendante d'énergie renouvelable. Son vice-président du développement et des investissements, Cédric Lascombe, affirme que l'on a cette urgence-là d'aller très vite et cela peut être désagréable pour ceux qui sont sur le terrain. Les acteurs en charge du projet ont moins de 6 mois pour réaliser les mesures de vent, planifier le site d'installation des éoliennes et leur connexion, mais aussi étudier les impacts environnementaux ou encore analyser la réglementation locale. Michel Lagacé, le président de la Commission permanente énergie et ressources naturelles de la Fédération québécoise des municipalités, estime qu'un délai d'une année pour préparer l'appel d'offres d'Hydro-Québec aurait été le minimum requis. Notons que le Québec risquerait de manquer de la puissance électrique d'ici quelques années, d'après le gouvernement local. C'est dans cette logique que le ministre de l'Économie, de l'Innovation et des Énergies renouvelables du Québec, Pierre Fitzgibbon, a prévenu qu'il va falloir commencer à envisager des projets d'énergie éolienne massifs. Actuellement, plus de 2000 éoliennes sont en fonction dans la province québécoise. L'ensemble des projets en cours devrait porter à 3000 le nombre total d'éoliennes au Québec d'ici 2030. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Excellente suite de nos programmes sur Print TV International.